Bonjour chers agripreneurs, chers passionnés de la terre. Comme convenu, chaque mois, nous avons décidé de réaliser un entretien de quelques minutes avec un habitué des fermes agricoles au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous recevons un partenaire, un client. Bonjour M. Sawadogo. Bonjour, et chez vous? Ça va bien. Vos activités? Ça va. Et à la ferme à Manefiam, non? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. On essaie de tenir. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Ok, merci. Avant tout propos, j'aimerais dire merci au bureau d'écouter des conseils, Backup Service, pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer par rapport à la vie des fermes au Burkina ici. Moi, je me nomme Daniel Sawadogo. Je suis gestionnaire d'une ferme à Manefiam, plus précisément dans la commune de Souloubila. D'accord, vraiment merci beaucoup d'être venu aussi nous rendre visite, d'accepter notre invitation et surtout d'accepter de partager vos secrets de réussite et aussi, bon, vos mésaventures. Merci. Alors, donc, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien d'années vous êtes dans cette gestion de ferme-là? Ok. Je peux dire que cela fait plus de 5 ans, je peux dire 6 ans, que je suis dans la gestion des fermes. Voilà, nous faisons beaucoup de choses. L'agriculture, on fait beaucoup de choses. Donc cela fait 5 ans et plus même que je suis dans la gestion des fermes. D'accord. Donc 5 ans déjà, c'est pas petit. Voilà, parce que chaque jour, chaque mois, chaque année, il y a toujours quelque chose de nouveau à arranger, quelque chose de nouveau à développer, des innovations à réaliser. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que maintenant que ça fait 5 ans, est-ce que vous avez toujours le même enthousiasme comme au début? Est-ce que vous êtes toujours chaud, motivé comme au début quand vous êtes lancé dans cette gestion de ferme? Ok, merci. Sinon, je peux dire que l'enthousiasme au début et maintenant, après maintenant, je peux dire que ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Est-ce que, excusez, est-ce que l'enthousiasme ça diminue ou bien vous êtes requinqué? Bon, je ne peux pas dire que l'enthousiasme n'a pas diminué. Mais vous savez que tout début, oui. On est motivé oui. par rapport à ce qu'on commence à faire. Par exemple, dans la gestion des fermes, quand on veut commencer une ferme, voilà, l'acquisition des terrains, on clôture, on fait beaucoup de projets. Oui. Voilà, on initie beaucoup de projets, on va planter ceci ou cela à côté. Oui. Par exemple, je peux dire que chez moi, par exemple, quand on a commencé, on a appelé des topographes, ils sont venus dimensionner, on va planter un verger de papaye ici, verger d'avocat, verger d'avocat. Tout le monde, on était vraiment motivé. Oui. Voilà, tout le monde était content. Mais en réalité, on oublie que la réalité du terrain est là. Qu'on ignore son nom, qu'on appelle l'expérience. L'expérience du terrain. Mais jusqu'à présent, oui. On est toujours motivé à continuer. Mais dire qu'on est toujours enthousiasmé, bon, on ne peut pas dire qu'on n'est pas, mais il y a une petite diminution. On ne peut pas dire qu'on est toujours content comme au début, parce que on rencontre beaucoup de difficultés. Vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas ce que vous pensez au début? Ce n'est pas ce qu'on pensait au début, qu'on voit sur le terrain actuellement. Parce qu'au début, par exemple, chacun peut s'asseoir avec une calculatrice, ou bien son ordinateur, oui. Fait un petit calcul. Oui. Voilà, j'ai 1000 pieds de papaye. Voilà, si chaque papaye produit 60 fruits, je fais un petit calcul. En une année, en un mois, j'ai tel nombre de millions. Mais en réalité, sur le terrain, ce n'est pas le cas. Donc, je peux dire que la motivation est toujours là. Oui. On se force vraiment à aboutir, mais dire que c'est toujours comme le début, je n'ai pas vraiment trop dit la vérité dans ce cas. Les difficultés sont là. Et quelle est la plus grosse difficulté qui vous met vraiment
mal à l'aise, qui vous empêche de bien dormir dans cette histoire de ferme en tant que gestionnaire? Actuellement, en tant que gestionnaire sur le terrain, la grosse difficulté est la gestion même des ouvriers. Votre grosse difficulté? Votre grosse difficulté, D'accord. la gestion des ouvriers. Parce que, quel qu'en soit ce que tu vas dire aux ouvriers, ce n'est pas ce que vous allez retrouver sur le terrain. Vous pouvez être là, dire à un ouvrier de faire ceci ou cela, vous allez venir trouver que ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Donc, on a cette difficulté de la gestion des ouvriers. D'accord. Mais en tant que gestionnaire, il y a les gestionnaires, il y a les promoteurs de ferme. Il y a le patron. Le patron qui est là. Oui. Mais en tant que gestionnaire, qui va gérer les ouvriers, il y a toute une difficulté. L'entrée-sortie des intrants. Il y a toute cette difficulté-là. Actuellement, la grosse difficulté sur le terrain, que moi je peux quand même énumérer, c'est quand même la gestion des ouvriers. Ce n'est pas une chose aisée pour le gestionnaire. D'accord. Mais après avoir géré plusieurs années la ferme, est-ce que vous croyez vraiment à cette rentabilité qu'on chante sur les réseaux sociaux, sur les fermes agricoles? Est-ce que vous pouvez nous dire, en toute sincérité, croyez-vous vraiment que les fermes agricoles sont vraiment rentables au Burkina? Ou bien vous commencez à douter et que vous voulez abandonner? Merci. Par rapport à la rentabilité des fermes, oui, je crois fermement à la rentabilité des fermes. D'accord. Mais comment rentabiliser? C'est cette question qu'il faut se poser. C'est ça que vous étudiez toujours. Voilà. Sur la rentabilité des fermes, c'est une réalité. Mais pas comme ce que nous on voit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les réseaux sociaux font? Les réseaux sociaux montrent souvent les résultats sur le terrain. Oui. Mais est-ce que les réseaux sociaux montrent le parcours? Là, c'est... Voilà. C'est vraiment une question à se poser. C'est une question à se poser. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous allez voir un gars qui a produit de la papaye. Oui. Voilà, vous voyez, ils font des photos. Oui. Les papayes ont bien produit. Oui. Voilà, c'est bien. Mais comment ils sont arrivés à là? Ou bien, est-ce qu'il arrive à vendre? Est-ce qu'il arrive à vendre? Oui. C'est ça. Sinon, les fermes au Burkina, moi, je ne me base pas sur les réseaux sociaux pour dire, mais c'est ce que j'ai vu. Je vois des fermes au Burkina ici qui rentabilisent. D'accord. Mais est-ce que nous avons cherché à savoir comment ils ont fait pour cette rentabilité-là? Ils rencontrent des difficultés sur le terrain, mais ce n'est pas le fait de rencontrer les difficultés sur le terrain qu'il faut abandonner. D'accord. Donc, c'est au bout de cet effort, au bout de ces difficultés-là, qu'on va voir après, à quelques années, qu'on va commencer à rentabiliser. Par exemple, une ferme que vous créez, vous ne pouvez pas commencer une ferme immédiatement et puis passer à une certaine rentabilité. Il faut rembourser vos investissements, ce que vous avez investi. Il faut les rembourser avant de passer à une rentabilité. Mais pendant combien de temps vous allez prendre pour rembourser ces investissements-là? Voilà, tout ça compte. Sinon, les fermes au Burkina, quel qu'en soit l'agriculture, l'élevage, c'est rentable. C'est rentable. Mais si on veut résumer, mais il faut savoir que c'est rentable, mais plutôt à long terme. Plutôt à long terme. Parce que vous allez rencontrer plusieurs sortes de difficultés, mais c'est dans ces difficultés que vous apprenez, ça. Que vous gagnez de l'expérience. Oui. Quand l'expérience sera acquise maintenant, vous voyez que vous rebondissez à un certain niveau que des gens vont voir et vont dire, ah, telle personne, voilà, il produit tel, et il réussit. Mais est-ce que vous savez comment il a fait? Les parcours qu'il a traversés, les difficultés qu'il a traversées, et peut atteindre à ce niveau-là. C'est ça qu'il faut voir. Parce que beaucoup de fermes de nos jours, regardent telle personne a produit, voilà ce qu'il gagne, il gagne des millions aujourd'hui, on se lève et on veut faire aussi. Et on n'est pas prêt psychologiquement à supporter les difficultés. Oui. Voilà. Sinon, les fermes au Burkina sont bel et bien rentables. D'accord. Merci. Vous avez parlé de cette grande difficulté à gérer les ouvriers. Donc, je profite en même temps de vous poser la question. Pour avoir côtoyé beaucoup d'ouvriers, 5 ans c'est beaucoup, c'est dit que vous avez côtoyé beaucoup d'ouvriers. Je ne connais pas le nombre. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'ouvriers que vous avez déjà souvent
encadrement? Bon, sur mon encadrement à la ferme, j'ai rencontré beaucoup d'ouvriers et type de personnes. D'accord. Je me rappelle, si je ne m'en pas 5, 6, 7 personnes. 6, 7 personnes comme Ouais. ça. Dans ce cas, est-ce que vous pouvez, à travers votre expérience, pour ceux qui nous suivent, dire comment détecter un bon ouvrier dès le premier contact? Comment on peut détecter un bon ouvrier dès le premier contact? Quelles sont les astuces? Bon, ok. Détecter un bon ouvrier dès le premier contact. Oui. Bon, beaucoup ont des trucs qu'ils avancent, disent qu'il faut voir bon, la physique de la personne. Oui. Voilà, la personne est élégante, Oui. la personne est dynamique. Oui. Mais moi, je dirais, à mon avis et à ma connaissance sur le terrain, moi, je peux dire qu'il n'est pas possible d'identifier un bon ouvrier dès le premier contact. Parce que souvent, les gens aiment souvent dire, c'est devant le mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Le vrai maçon. D'accord. Tant qu'il ne pose pas ses briques, oui, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire que ce type est maçon. Vous voyez qu'il a tous les atouts d'un bon ouvrier. Oui. Mais si c'est sur le terrain, vous allez savoir. D'accord. Moi, je peux rencontrer un jeune, je vois qu'il est dynamique. Voilà, il est motivé à travailler. Oui. Mais sur le terrain, vous allez remarquer que c'est tout autre chose. La réalité, voilà. Sinon, il y a beaucoup de paramètres, on peut expliquer, dire, voilà, si vous voyez ces critères sur la personne, voilà, c'est un bon ouvrier. En réalité, est-ce que cela est effectif souvent sur le terrain? Voilà. Donc, à mon humble avis, il n'y a pas de, on ne peut pas reconnaître. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Pour pouvoir le trouver un bon ouvrier dès le premier C'est sur le terrain. Priez Dieu avoir un bon ouvrier. Un bon ouvrier, c'est sur le terrain que vous allez voir vraiment que vous avez eu un bon ouvrier. D'accord. Sur les premiers contacts, dit que ce monsieur ou bien cette dame, c'est un bon ouvrier. Je ne pense pas. Alors, maintenant, dites-moi, vous savez, comme on aime le dire dans nos coutumes, on dit que la langue et les dents sont dans la même bouche ensemble, mais souvent, ça se passe mal. Donc, c'est normal chez nous les humains. En tant que gestionnaire, les responsables de ces ouvriers-là, souvent, ça capote entre vous, c'est ça, non? Donc, est-ce que vous pouvez me dire comment vous faites en tant que supérieur? Comment vous faites quand ce problème intervient? C'est-à-dire quand il y a une vraie bagarre entre vous et un de vos éléments, un ouvrier comme ça, jusqu'à il boude pendant des jours, il est à la ferme, il ne respecte plus vos consignes, vous arrivez à la ferme le matin, il dort, il ne se réveille pas pour travailler avec les autres parce que tout simplement vous avez peut-être levé la main sur lui ou bien vous avez coupé son salaire parce qu'il a fait quelque chose, il est vraiment fâché. Comment vous faites pour renouer le lien, la confiance comment vous faites? Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Et si oui, comment vous pouvez nous donner comme astuce pour retrouver l'ambiance d'avant quand il y a ce genre d'incident? Ok, merci. Bon, si je comprends bien votre question, la bagarre entre un ouvrier et un gestionnaire, bon, à mon humble avis, moi je peux dire que ça n'a jamais arrivé avec vous. Souvent ça arrive, mais je ne peux pas dire que c'est la bagarre entre moi et puis un ouvrier. Parce que l'ouvrier, moi je ne peux pas comprendre, je ne peux pas prendre un ouvrier et il va se bagarrer avec moi. Moi je te recrute, tu veux faire par là et puis murmurer avec moi. Parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien que moi je veux te reprocher, tu vas murmurer avec moi. Non, mais tu vas partir. D'accord. Tu vas partir. Vous ne cherchez pas de... Mais vous trouvez que c'est vraiment un bon travailleur. Mais souvent, c'est pas parce que vous êtes supérieur que vous ne pouvez pas fauter. Non. Si vous voyez que le reste vient de vous. Nous fautons souvent sur le terrain. Ça, c'est l'humain. On ne peut pas dire que le gestionnaire, même les promoteurs, fautent sur le terrain. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne faute pas. Mais si l'ouvrier fait, par exemple, ce qui n'est pas bon, et on veut le recadrer, et dans ça, il veut faire la bagarre, et par exemple, on lui donne d'autres activités le lendemain, et il refuse de faire. C'est qu'il va partir. C'est qu'il va partir. Si par exemple, ce que tu as fait comme problème,
et que le patron ne parle pas d'un renvoi, tu dois dire merci à Dieu. Et s'il te disait de partir immédiatement, le fait qu'il n'a pas parlé du renvoi, tu dois te rattraper. Tu ne boudes pas. Tu ne dois pas bouder. Tu vas bouder pour faire quoi? Et s'il te disait de partir, qu'est-ce que tu vas faire? Et on a aussi ce problème de manque d'ouvriers. Si chaque fois que l'ouvrier fait ses caprices, on doit le renvoyer, est-ce que finalement vous n'allez pas vous retrouver sans ouvrier? Bon, souvent, on n'a pas dit souvent, tant que quand l'ouvrier fait certaines choses qui n'est pas bien souvent, il faut aller chaque fois, il faut les renvoyer. Non. Il ne faut pas chaque fois que si on allait faire ça, peut-être on était au 20e ouvrier. D'accord. Parce que tous les ouvriers qu'on a pris, même ceux qu'on a actuellement, non, ce n'est pas tous les ouvriers qui font ce qui est bon. D'accord. Tout récemment, nous avons perdu plus d'une centaine de poulets. Juste, ils ont négligé l'abreuvage seulement. Ils ont oublié de mettre l'eau. Ils ont oublié de mettre l'eau. Et le lendemain, on a perdu plus de 120 poules. Mais aucun n'a été renvoyé, aucun n'a été sanctionné sur son salaire. Pour le moment, pas de sanction, oui. Mais aucun n'a été renvoyé pour le moment. D'accord. Voilà. Mais dans ce dégât-là, oui. Si vous voulez bouder, oui. Et le lendemain du dégât, on vous dit de faire une activité, et vous refusez, vous partez vous asseoir, on n'a plus le choix. On est obligé de bouder de partir. Il faut sévir. Maintenant, si l'ouvrier reconnaît son erreur, et il essaie de se rattraper, voilà. On peut tolérer, ça peut passer, souvent ça arrive. Mais si vous faites ces erreurs-là, et on veut vous corriger, et vous dit pourquoi vous avez fait cela, vous commencez à bouder, et le lendemain, le patron vient, il vous dit rien, il ne parle pas de renvoi, il vous donne une activité de continuer, et dans ça vous boudez et vous dites que vous ne pouvez pas faire. Non, moi je n'ai plus autre solution, vous allez partir. D'accord. Il y a un aspect que je voulais prendre aussi votre avis. Par exemple, moi, en tant que agent d'agriculture, chef d'entreprise, j'accompagne les fermes aussi. Donc, je peux dire que quelque part, je suis gestionnaire. Hein, je suis gestionnaire comme vous, parce que je gère, même jusqu'à aujourd'hui, je gère des fermes. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Souvent, il y a des promoteurs, les patrons, qui ont des comportements que personnellement je trouve que ça peut jouer sur l'influence du gestionnaire. Parce que tout bon gestionnaire, il faut qu'il soit influent. Parce que c'est l'interface, il est l'interface entre le boss et puis les ouvriers. Maintenant, il y a souvent des moments, bon, parce que il peut avoir souvent des manquements ou bien des mésententes entre même le boss et le gestionnaire, et le boss peut commencer à contourner le gestionnaire pour demander à l'ouvrier de faire certaines choses, genre lui donner de l'argent, de commander ça. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça souvent difficile maintenant quand ça devient comme ça pour les gestionnaires d'être efficaces. Vous imaginez que le patron donne l'argent de l'engrais ou bien l'argent de tel intrant, hein, de dire au gestionnaire d'aller acheter. Bon, l'ouvrier trouve déjà quelque chose qui ne va pas, si ça ne se faisait pas, entre le boss et puis le gestionnaire. Donc, il commence à se jouer les durs. Bon, quel est votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez qu'on doit toujours trouver une solution entre le gestionnaire et le patron pour que ça n'arrive pas? Ok, merci pour cette question. Vraiment, cette question, c'est une question cruciale dans la gestion des fermes. Entre les gestionnaires, voilà, et le promoteur de la ferme et les ouvriers. Parce que qu'est-ce que je vais dire pour la bonne marche de la ferme? Il faudra que les gestionnaires, les patrons, les boss, si je peux m'exprimer ainsi, essaient de faire de leur possible pour donner du poids aux gestionnaires sur le terrain. Donner du poids, qu'est-ce que je veux dire? Il faudra qu'il fasse de telle sorte que le gestionnaire soit influent sur le terrain. Je prends un exemple. Par exemple, un ouvrier
sur le terrain, à la ferme, peut prendre son téléphone, appeler le promoteur, exposer un problème, dire qu'on a besoin de ceci ou cela sur le terrain. Et le patron règle le problème. Sans consulter le gestionnaire. Sans consulter le gestionnaire. Mais si c'est un membre de sa famille. Non. Bon, moi, je peux être patron, je prends mon cousin ou bien mon petit frère, je mets dans la ferme. Mais toi, tu es gestionnaire, c'est vrai que tu es son supérieur, mais c'est d'abord mon petit frère ou mon cousin. Mais dans ce cas, il faut laisser le gestionnaire. À quoi sert le gestionnaire en ce moment? Voilà. À quoi sert le gestionnaire en ce moment? Si c'est votre petit frère et que vous pouvez l'appeler directement. Nommer le gestionnaire en même temps. Voilà, nommer le gestionnaire en même temps. Voilà. Et l'autre que vous avez mis là comme gestionnaire, il sait qu'il n'est plus gestionnaire. D'accord. Voilà. L'ouvrier peut prendre son téléphone, appeler le boss, dit qu'on a besoin de ceci ou cela sur le terrain. Oui. Ou bien appeler le patron, demander, par exemple, que le gestionnaire a fait ceci ou cela, on avait besoin de ceci ou cela, le gestionnaire n'a pas fait. Et le boss confirme ce qu'il a dit et il règle son problème. D'accord. En ce moment, vous donnez du poids à l'ouvrier. À l'ouvrier. Qui voit le gestionnaire comme... voilà, un exécutant comme lui. Un exécutant comme lui. En ce moment, qu'est-ce que le gestionnaire peut dire aux ouvriers de faire et pour qu'ils vont exécuter? Parce qu'ils te regardent, tu n'as plus d'influence sur eux. Parce qu'il peut appeler le patron directement, poser leurs problèmes. Deuxième aspect, les ouvriers qui sont sur le terrain prennent des salaires. Si le patron contourne le gestionnaire, il faut aller payer directement. Parce que Orange Money, tout est devenu facile. Allez payer directement les ouvriers. Quelle place vous donnez au gestionnaire sur le terrain? Parce que l'argent a une certaine force. Exactement. Quand tu le remets à quelqu'un comme ça, il sait que ses finances dépendent de lui. Ses finances dépendent de lui. S'il fait, je peux même ne pas le donner à temps. Oui. Voilà. Pour une sanction. Oui, ça c'est vrai. Il peut faire quelque chose et dire, ok, ce mois-là, même si il gagne l'argent là, moi je peux prendre l'argent. Le fait qu'il a fait une erreur, je peux garder l'argent au moins une semaine encore avec moi. Pour le faire comprendre que je peux le faire. En ce moment, ce que je lui dis de faire, il va exécuter. Mais si le patron contourne, il ne peut pas payer l'ouvrier directement. L'ouvrier, c'est qu'à chaque premier du mois, le 2, il a son argent. Le boss va balancer. Alors, mais quel qu'en soit. Donc, en ce moment, quel poids vous donnez au gestionnaire sur le terrain? Le gestionnaire devient comme l'ouvrier. L'ouvrier n'a pas plus peur du gestionnaire. Alors, il se dit que lui aussi, bon, lui peut prendre son téléphone, il peut appeler le patron directement. Il faut que les gestionnaires, le boss essaie de voir sur le terrain. Si l'ouvrier vous appelle, demandez quelque chose, dites-lui tout simplement, vous avez parlé au gestionnaire. Voilà, ne m'appelez plus pour parler de quoi que ce soit. Le gestionnaire est là pour ça. C'est au gestionnaire de me revenir. Pas de problème. Mais si l'ouvrier vous appelle et puis vous réglez son problème, demain il va prendre son téléphone encore. En ce moment, quel poids vous donnez au gestionnaire sur le terrain? Comment le gestionnaire pourra demander à ses ouvriers d'exécuter un travail, voilà, vraiment être rigoureux avec ces ouvriers-là. Quelle que soit la rigueur que vous allez appliquer sur le terrain, les ouvriers n'ont plus de considération sur vous. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Quand il y a un problème qui arrive ou que ça ne va plus, c'est le gestionnaire qui endosse tout. D'accord. Donc, on a compris. Donc, je pense que c'est pas seulement au niveau des fermes, mais partout où il y a cette hiérarchie-là, il faut toujours respecter, voilà, pour que ça puisse fonctionner, même pour que chacun connaisse sa place. Même dans les administrations, oui, il y a une hiérarchie. C'est ça. Le vigile qui est devant sa porte ne peut pas prendre son téléphone pour appeler le DG. Exposer son problème. Non. Voilà. Le vigile a ses supérieurs aussi. C'est ça. Voilà. Il va aller exposer le problème là-bas. Le supérieur va aller voir le DG. Le supérieur ne peut pas aller directement le DG. Il y a des petits qui va passer au secrétariat. Voilà. Demandez même à savoir si le DG est disponible. Et ça part du DG. Maintenant, le problème va au niveau du ministère. Au niveau du ministère, ça part du ministre. Le président va intervenir. Maintenant, si l'ouvrier peut prendre son téléphone, appeler le président, c'est gâté.
L'hierarchie qui est là, le DG, le secrétariat, ils sont devenus quoi? Leur rôle, c'est quoi? Leur rôle, c'est quoi? Il peut passer et puis saluer DG et puis claquer. Parce que sans le DG, même lui, son problème va se régler. Son problème va se régler. Il claque comme si c'était des camarades. Des camarades. Parce qu'il sait même sans le DG, lui, peut aller en haut et puis régler son problème. Si un ouvrier peut appeler directement un boss, exprimer son problème, et le boss règle son problème, quelle place vous donnez au gestionnaire?